Extra-naturel En fait, s'en c'est va cette semaine en Australie. La semaine dernière, nous y étions aussi avec Svetlana Markov, la correspondante de Terra Cultura, le magazine en ligne sur l'environnement, les cultures du monde. Nous parlions, Svetlana, il y a un mois de cela environ, des crocodiles qui avaient envahi votre ville. Et là, vous allez nous parler des dingos. Bonjour Svetlana. Bonjour Frédéric. Alors les dingos, c'est pas les Australiens eux-mêmes, hein. C'est Non, des chiens sauvages, c'est ça? tout à fait. C'est un chien sauvage. Il porte le nom de dingo. Il a été donné en fait par les aborigènes en tout premier. Et donc le dingo, ça caractérise plutôt le mâle et la tingo, si on le dit de cette façon, ça va plutôt catégoriser la femelle. Donc le dingo, le dingo n'est pas dingo. C'est un très bel animal, malheureusement mal aimé et souvent incompris en Australie. Alors c'est des chiens sauvages. Dans cet article à lire dans les pages de Terra Cultura, le magazine en ligne, vous faites le parallèle est facile, mais le parallèle est fait quand même avec les loups. Euh, Mhm. c'est un petit peu le même cas de figure, sauf que là-bas, et apparemment en Australie, c'en est infesté de dingos. On n'en est pas encore C'est là en ça. France. Non, on est entre 10 000 et 50 000 dingos dans l'Australie. Donc, il n'est pas considéré comme une espèce menacée, en tout cas par la majorité des Australiens. Euh, Malgré tout, le dingo, les éleveurs le craignent énormément. Donc, ils cherchent plutôt à le chasser de leur terre de diverses façons. Donc, on a des énormes fences, la dingo fence par exemple, qui a été construite pour protéger tout ça, pour protéger le bétail. Et on a également des poisons qui sont mis en place pour tuer les nuisibles. Et le dingo rentre dans les animaux considérés comme nuisibles en Australie. Je dirais qu'il n'y a qu'un seul endroit où le dingo est vraiment accepté, c'est l'île de Kagari, donc anciennement Fraser Island, en Australie, donc sur la côte est. C'est une île où le dingo va vraiment pouvoir se développer librement et en toute tranquillité, sans avoir peur d'être empoisonné. Son seul problème sur l'île de Kagari, ce sont les touristes. C'est une île magnifique et qui est visitée pour ses lagunes, ses plages, mais aussi pour ses dingos. L'île est réputée pour être la plus pure, pour pouvoir, où la race la plus pure de dingo se trouve, parce qu'il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chien sauvage. Le dingo peut être amené parfois à se mélanger au chien normal, donc ce qui vient altérer la pureté justement du dingo et à changer son comportement. Ce sont des risques aussi. Il y a des changements de comportement avec les croisements. Alors vous dites que dans cet article, ça c'est quelque chose qui m'a un peu étonné. C'est que, alors, parce que c'est un peu contradictoire hein, avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que euh, d'un côté, les éleveurs cherchent à l'éloigner, ils l'empoisonnent, et de l'autre côté, dans cet article, on lit que il joue un rôle de régulateur. Oui, régulateur parce que il faut savoir que l'Australie, à l'époque de la colonisation, a introduit énormément de d'espèces européennes de type lapin, chat, les chèvres aussi, pour la chasse, pour pouvoir retrouver leurs habitudes qu'ils avaient à la maison, si je puis dire. Le problème, c'est que en introduisant toutes ces espèces pour le plaisir sportif, il s'avère qu'elles ont été hors de contrôle et que maintenant il y a une véritable prolifération d'espèces qui ne sont pas désirées, d'espèces qui vont manger trop de faune, trop de flore, pardon, excusez-moi, et de ce fait réduire le développement de l'environnement, de la flore, la protection aussi des terres, des pluies, moins de végétation lors des grosses pluies, des grosses crues, l'eau est moins retenue, donc ça détruit plus les habitations. Donc oui, il s'avère que le dingo,
là, actuellement, on joue un rôle majeur dans la régulation, pardon, de ces espèces en les mangeant. Il en faudrait beaucoup plus même pour régler le problème. C'est un véritable fléau en Australie, toutes ces espèces introduites. Et le dingo s'avère comme une solution durable. Malheureusement, il est très mal aimé des éleveurs. Oui, c'est ça, Donc, hein. il y a On un petit comprend. combat. Alors, de quel éleveur? Ovin, bovin? Plutôt mouton. Oui, c'est ça, hein, les Je moutons. pense que ouais, le bovin est trop gros pour le dingo. Et Néanmoins, j'ai croisé des dingos s'attaquer à des carcasses de vaches sur la route, par exemple. On en a déjà vu qui les mangent, mais trop gros. Et tout ce qui va être comment mouton, chèvre. Ouais. comment ils s'organisent les dingos? Est-ce que c'est comme le loup? Est-ce ils chassent en meute? Si j'ai bien lu l'article, il y a les deux, hein. C'est-à-dire que on n'est Oui, pas à l'abri d'un dingo solitaire qui tout à fait. s'attaquerait à un lapin et il en ferait son petit 4 heures, quoi. Il y a les deux. Donc, ils chassent en meute et ils chassent aussi en solitaire. En meute, ils fonctionnent un ouais, je dirais pour faire un parallèle, qu'ils puissent parler à tout le monde un peu comme un loup, donc ils communiquent, ils encerclent très certainement et ensuite ils attaquent leur proie. Et pour le solitaire est un peu plus opportuniste. On va plutôt partir sur des plus petites proies de type lapin, des oiseaux. Il a un côté un petit peu charognard aussi, hein. Donc, s'il trouve quelque chose qu'il peut manger, il le mangera également. C'est pas toujours de la viande fraîche. Ouais, ça leur fait pas peur, vous dites, de s'attaquer au kangourou quand même. Non, pas du tout. Au petit kangourou, donc on a l'image du très grand kangourou en Australie de 2 mètres, le kangourou boxeur, mais il y a énormément de petits wallabies partout. Et les petits wallabies, ils font 50 centimètres, encore moins quand ils sont petits. Donc en général, les juvéniles sont des proies très faciles, très très faciles. Hmm. Alors, vous avez une expérience à raconter. Alors, juste avant de raconter cette expérience, parce que c'est assez intriguant, vous allez nous raconter quelle est votre rencontre avec les dingos, mais juste avant, on parle de dingo, c'est quand même un chien à la base, c'est ça, un chien sauvage qui aurait été introduit en Australie il y a 4000 ans. Oui, de base, c'est un chien qui serait revenu à l'état sauvage et 4000 ans, le comportement change dans des territoires tellement vastes. Et tout doucement, en fait, le chien sauvage est devenu le dingo qu'on connaît aujourd'hui avec son adaptation à son environnement aussi. Euh, Sa faculté aussi à ne pas pouvoir boire pendant plusieurs jours, tout ça, c'est des modifications en fait au fil des années qui font que le dingo est le dingo aujourd'hui. Dire comment est-ce qu'il en est arrivé là précisément, je ne sais pas, mais Alors, une chose intrigante aussi, vous dites qu'il n'aboie pas. oui, exactement. Le dingo n'aboie pas, il hurle vraiment comme le loup, comme le chant du loup. Hmm. J'ai entendu plusieurs fois dans différents États d'Australie le dingo hurler la nuit. C'est impressionnant, notamment, je me souviendrai, je pense, toute ma vie de cette nuit-là. C'était une nuit orageuse, il avait énormément plu. On était à Kings Canyon, donc c'est dans ce qu'on appelle le Red Outback de l'Australie, donc dans des endroits très reculés. Et quand la pluie s'est arrêtée, je dirais très tôt le matin, il est encore nuit, on a entendu les dingos hurler dans la vallée et se répondre. Et à un moment, j'ai réalisé en fait qu'il y en avait un qui était juste à côté de nous. Et on l'entendait courir dans le campground, le camping, si je puis dire, où on était. Donc, c'est pas vraiment des campings, hein, ce sont des espaces sauvages, ce sont des étendues autorisées pour rester au moins une nuit. Et on avait mis une bâche de sol pour protéger notre tente de l'eau. Et il a tellement plu que ça a formé des petites flaques dans notre bâche de sol, vraiment à l'entrée de notre tente. Et là, d'un coup, j'entends le dingo boire dans notre bâche de sol et je l'entends arriver, je l'entends. Ouais, boire, c'était impressionnant. J'ai pas ouvert la tente parce que je me suis dit, je vais le faire fuir ou
je vais peut-être avoir peur. Et donc j'étais là, j'attendais qu'il parte. Et après, je l'ai entendu partir plus loin et on l'a réentendu hurler un peu plus loin sur la falaise. C'était impressionnant comme expérience. Vraiment, de bon matin, ça Oui, réveille. certainement, se faire réveiller par un dingo, ça arrive pas tous les Ouais, jours, hein, quand même. non. Donc ça, c'est une de vos expériences. Et est-ce qu'il faut en avoir peur ou est-ce que ce sont des animaux farouches? Alors, ils sont farouches, oui, craintifs. Néanmoins, un dingo, s'il est en puissance numérique, il faut s'en méfier. Les dingos peuvent attaquer des enfants. Il y a des histoires qui racontent que des enfants ont été attaqués par des dingos et sont morts. En fait, ils ont vraiment dévoré quand on prend connaissance des news australiennes. Il y a des articles qui sortent comme ça, attaque de dingo sur un enfant, décès de l'enfant, par exemple, ou disparition. Il y a une histoire à Uluru qui s'est passée il y a à peu près une dizaine d'années, qui raconte qu'une maman était à son camping avec son bébé dans une tente. Et il semblerait que les dingos se soient introduits dans la tente et enlevé le bébé. Et le bébé, ils l'ont dévoré. La mère a été accusée de meurtre. Hmm. Euh, Déjà parce que le bébé disparu, ils l'ont pas retrouvé. Et ce sont les communautés aborigènes locales qui vivaient dans ce coin-là qui ont retrouvé les ossements du bébé et qui ont certifié que le bébé a bien été mort par des dingos, tué et dévoré par les dingos. D'accord. Donc Alors, oui, il faut hmm, se méfier. ouais, il faut être prudent, quoi. Faut savoir où on met les Ouais, pieds. faut être prudent. Et Et si on en croise un solitaire, j'en ai vu plusieurs solitaires et c'est comme ça que j'ai pu faire mes photos. Faut pas le quitter des yeux, faut rester quand même à bonne distance, faut faire attention. Si le dingo vient vers soi, il faut rentrer dans sa voiture, fermer les portes et ouais, rester quand même à bonne distance. Ça reste un animal sauvage qui attaque, on ne sait pas comment il peut réagir. Donc oui, faut faire attention. d'accord. Et ça, c'était dans quel contexte, ces photographies du dingo solitaire? Eh bien, là, il y en a une, on traversait un parc national François Perron, si je me souviens bien. Donc, on est sur la côte ouest de l'Australie, en voiture sur des pistes de sable. Donc, il n'y a rien pendant des kilomètres et des kilomètres. Et il m'a semblé avoir quelque chose dans un buisson. Et j'ai ralenti. Et au début, je pensais que c'était une chèvre, parce qu'il y a beaucoup de chèvres sauvages, de chèvres qui sont retournées à l'état sauvage. Et en fait, c'était un dingo. Donc, je suis sortie de la voiture. J'ai euh, j'ai changé mon objectif et j'ai commencé à le suivre. Et mon partenaire continuait de rouler. Donc, il avait la voiture entre moi et le dingo. Donc, on faisait quand même attention. Et je sais pas, je pense que j'étais à une trentaine de mètres de lui. Donc, c'est pas non plus énorme. Et il partait tout doucement, il retournait dans ses buissons. Il s'est arrêté, il nous a observés, il nous a sentis, et puis il est reparti. Et un autre, on était très très près cette fois-ci. On était à Purnululu Park. C'est cette fois-ci dans le centre de l'Australie, un parc qui est très difficile d'accès. On traversait des rivières on était en fin de journée et au détour d'un virage, on tombe nez à nez sur le dingo. Je pense que même lui ne s'y attendait pas et là, je ne suis pas sortie de la voiture, il devait être genre allez, maximum 6 mètres, je pense. Et il nous a regardé, on l'a regardé, on s'est arrêté. J'ai pris ma photo, il a rebougé et puis hop, il est reparti. Hmm. Donc voilà dans quelles circonstances j'ai pu faire ces photos. Après, j'en ai vu beaucoup d'autres, mais qui traversent la route vite fait, qui vont se cacher dans les buissons, qu'on voit de loin le matin quand on part tôt, mais toujours dans des endroits très reculés, C'est ça. même si on peut les avoir en ville. C'était. Ah oui, voilà. Ça allait être ma question. Est-ce qu'ils Ouais. viennent en ville? Parce que Oui, il y a 3 semaines, un mois, on parlait de ça. Vous étiez en ville et vous me parliez oui, des crocodiles. Et là aussi, il faut se méfier parce que c'est des jolies bêtes, oui. mais il ne faut pas trop s'en approcher et qu'elles peuvent circuler en ville. Donc, s'il y a des dingos aussi, alors maintenant? Oui. Là où j'habitais, donc à Port Douglas, dans le nord du Queensland, on avait une famille de dingos
qui était bien installé à côté du Sheraton, le Sheraton Hotel. Donc, dans ces conditions-là, je sais qu'ils sont traqués par la mairie. Ils cherchent à les déplacer au moins parce que ça reste quand même dangereux. Moi, j'ai vu des vidéos circuler sur Facebook que mon colocataire m'avait montré parce qu'il savait que je cherchais un peu les dingos, je voulais savoir où ils étaient. Et il m'a montré des vidéos de locaux, des vidéos de nuit. Vous savez, les vidéos noir et blanc où on peut voir les animaux avec un détecteur de mouvement. Et donc, on voit un dingo qui essaye de s'infiltrer dans un jardin en creusant sous le grillage. Hmm. Et en commentaire, on pouvait lire que leur cible, c'était le chien du gars. Ils voulaient manger le chien du gars. Ah oui, c'était pas une histoire de séduction, non? Apparemment, non. Ils Ah craignaient non, pour la vie de son... c'était l'appel du ventre. Ouais, ouais, c'était plutôt l'appel du ventre. Donc, on peut les retrouver en ville. Moi, j'ai pas eu l'occasion de les voir dans cette ville, mais j'ai des amis qui l'ont vu, qui les ont vus en tout cas à plusieurs reprises en centre-ville. Ce sont des animaux qui vont parfois faire les poubelles. Parfois, d'ailleurs, on voit que les poubelles sont le maximum protégées pour éviter justement des débordements. Maintenant, j'avais contacté également la mairie de Porte-Douglas pour avoir des informations et ils me disaient qu'ils avaient réussi apparemment à délocaliser les dingos, mais bon, je continuais de les entendre la nuit, donc je pense qu'ils sont revenus. Ouais, ils rôdent. Quand on est habitué à un endroit, c'est difficile. Je Mm. suppose qu'il y a des espaces qui sont des territoires qui doivent être marqués, Bah oui, qui appartiennent à certaines familles. En plus, alors si j'ai bien compris, ils se reproduisent bah, comme les chiens, comme les loups, une fois dans l'année, mm, 5, 6 petits par portée. c'est ça. 5-6 Et, petits par et portée. donc, ils ne sont pas en péril du tout. Euh, on va faire un petit parallèle. Il y a du recul quand même en Australie par rapport à nous qui avons réintroduit le loup ou Mhm. qui essayons de la réintroduire avec beaucoup de difficultés. On essaye de réintroduire l'ours aussi, euh, ce qui pose de nombreux soucis, comme aux éleveurs australiens par ailleurs, puisque vous dites qu'ils cherchent à les éloigner, à les empoisonner. Euh, Sauf qu'eux, ils ont plus de recul. Vous dites que le dingo est là-bas chez eux depuis plus de 4000 ans. Alors, comment ils gèrent ça? Comment ça se passe dans la communauté australienne? Est-ce que, par exemple, en France, alors je vais pas vous demander de rentrer dans le détail parce que c'est des détails peut-être un peu trop techniques et il faut le savoir, mais quand une brebis est tuée, un éleveur peut, à partir du moment où il a prouvé que c'était d'une attaque de loup ou d'un ours, peut demander un dédommagement. Ils sont en général assurés pour ça et avoir un retour, une sorte de retour sur investissement de cette brebis qui a été dévorée ou qui est tombée d'une falaise. Euh, Comment ça marche là-bas? Est-ce que c'est une perte sèche? Est-ce que c'est inclus aussi dans la logique de l'élevage? Euh, Vous avez une idée de ça? Euh, Pas vraiment, non. Ça, je sais pas comment ça fonctionne si un dingo est amené à attaquer le bétail d'un éleveur. Néanmoins, il y a des choses qui sont mises en place comme la dingo fence. Donc, c'est la plus grande barrière de dingo enfin, de barrière qui existe pour se protéger d'un prédateur. Elle traverse une grande partie du désert. Je sais pas si elle est véritablement efficace. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des zones en Australie où on va retrouver le dingo plus facilement que dans d'autres. Il y a des poisons qu'on va retrouver sur la route, le chemin. Donc, c'est le poison 10, qu'on appelle le poison 1080. C'est un poison qui est fait à base de sodium fluoracétate. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, Bravo, mais fallait le retenir celui-là. donc qui vise à se débarrasser des nuisibles. Et donc, dans les nuisibles, on retrouve également le renard qui a aussi été introduit comme le lapin, hein, comme je disais tout à l'heure. Bien sûr, même si le dingo n'est pas peut-être spécifiquement visé, ce sera un dommage collatéral quoi qu'il arrive. On peut pas empêcher le dingo d'aller manger ce poison, sachant que ça ressemble à une espèce de saucisse. Hmm. Donc,
c'est tentant. Oui, ils se font attraper. Donc, Enfin bon, en même temps, mm, ça va. On n'est pas sur une espèce en voie d'extinction et il y a pas cette problématique-là a priori. Mais comment se passe l'intégration de cette bête dans le paysage australien? Est-ce que les gens font avec, le savent? les Euh, gens font avec, ouais. Les gens font avec. Dans les endroits où il y en avait plus, notamment celui où on était à François Perron, où j'ai pu faire les photos, quand on est arrivé dans la ville la plus proche, étonnamment, j'ai noté une différence sur les maisons. Elles avaient toutes des barrières. Il faut savoir qu'en Australie, c'est pas comme en France ou en Europe. Les espaces sont tellement grands, les gens en fait ont un jardin, mais il n'est pas délimité. Il y a pas de barrière qui dit c'est chez moi, n'entrez pas. Tout est ouvert. Et là-bas, tout était fermé. C'est-à-dire que je voyais pas les maisons, c'était des grosses barrières ou des très gros grillages. Et il y avait beaucoup d'informations et de panneaux qui indiquaient attention, dingo, si vous en voyez un, gardez vos distances, etc. Et aussi, petit aparté, les dingos sont parfois des maladies de peau, une espèce de parasite. Et il faut vraiment se méfier de ces dingos-là. En fait, j'ai pas plus cherché, mais il semblerait qu'il y a un risque peut-être de contamination ou de choses pas bonnes pour nous, mais aussi pour les animaux domestiques, ce qui pourrait justifier justement toutes ces barrières. Donc on fait avec. Si on a par exemple un animal de compagnie, et qu'on part se balader, il est obligatoirement en laisse. Il n'y a pas le droit d'avoir un chien qui se promène sans laisse ou pas de chien du tout. Il y a des endroits où les animaux de compagnie sont complètement interdits pour déjà le respect de la faune environnante, pas seulement les dingos, mais pour limiter les risques et les problèmes en fait. donc, sur la leçon à en tirer euh, sur le territoire, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes superficies non plus. Je voulais voir si on pouvait essayer de faire une sorte de parallèle entre la réintroduction de l'ours, du loup et ce qui se passe en Australie. Euh, Qu'est-ce que vous en retiendriez, vous, comme leçon là, de tout ça? Euh, L'ours et le loup, on essaye de les réintroduire. C'est pour leur préservation, leur réintroduction dans leur habitat naturel, c'est essentiel. Le dingo en Australie, ils n'en sont pas là. Pas là du tout. Ils essayent plutôt de le tenir loin. Ils sont parfois même chassés. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient chassés. Et étant donné qu'on est quand même sur entre 10 et 50 000 dingos, comme je le disais au début, il n'y a pas il y a pas, on n'en est pas à ce souci de réintroduction. Il est là partout, en fait. C'est juste qu'il va se cacher, on va pas forcément le voir. Il est là. Ils en sont pas à ce niveau-là encore, les Australiens. Même s'ils pourraient en tirer des leçons, je pense que pour le moment, c'est pas leur problème, Non, alors majeur. moi je parlais plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire, nous, quelle leçon on pourrait tirer de cette cohabitation entre le loup et l'homme en Australie? Ce loup que justement, nous, on veut réintroduire en métropole. Le loup est orné de légendes, d'agressivité, voilà. Puis après, il y a effectivement des éleveurs, même si on peut penser que c'est marginal qui voient leurs brebis disparaître, leurs troupeaux attaqués. Euh, voilà, je voulais voir comment c'était vécu en Australie et comment nous, on allait, si on continue dans le sens de la réintroduction et si elle fonctionne, euh, qu'est-ce qui pourrait nous attendre en fait? Voilà, est-ce qu'il va falloir qu'on se protège, qu'on mette des barrières? Bon, c'est un peu déjà dans Mm. notre culture, vous allez dire, de se protéger et de mettre des barrières. On n'est pas comme en Australie. Eh bien, oui, je pense que si le loup, en effet, c'est un succès, la réintroduction du loup, par exemple, est un véritable succès, est-ce que je l'espère? Malheureusement, les éleveurs risquent d'en faire des frais. Maintenant, comment ils s'en protégeront? On va peut-être construire des barrières comme en Australie. Ce serait la meilleure des choses à faire pour quand même pouvoir protéger son bétail sans toucher à la santé et la vie du loup surtout. C'est surtout ça. Il va falloir réapprendre à vivre avec. Là-dessus, il y a pas de doute en fait. Je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère. Je pense au fond de moi
qu'on arrivera à ce stade-là, ça voudra dire que le loup est de retour et ce serait une grande victoire. Ça, y a pas de doute, hein. Maintenant, pour les éleveurs, ils vont peut-être moins l'apprécier. Ah, c'est ça. Il faut, si j'ai bien compris, délimiter un territoire et mettre une barrière infranchissable pour éviter qu'il arrive chez nous, en quelque sorte, qu'il vienne en ville ou Ouais. c'est ça. Maintenant, ce serait C'est ce aussi qu'on fait, entacher son territoire, c'est ce qu'ont fait les Australiens, si j'ai bien compris. Ils ont essayé de mettre une barrière anti-dingo. plus ou moins. Ouais. Bah, ils l'ont fait, hein, ils l'ont fait. Maintenant, je sais pas si elle marche vraiment. Maintenant, je trouve que c'est dommage de réduire le territoire d'un loup qui a disparu et qu'on a enfin réussi à réintroduire, je l'espère. Donc, ouais, c'est ambigu. On verra comment ça se passe. Mais Bon. déjà, si on arrive à ce step, pardon, à cette étape-là, ce sera déjà très, très bien. On verra. Ok, merci beaucoup Svetlana. On va s'arrêter ici et puis je vais vous renvoyer vers l'article que vous avez co-rédigé et sur lequel vous participez en tous les cas, puisque Terra Cultura est une association avant tout de photographes, pardon. Vous envoyez vos photos. Alors je ne les ai pas encore vues, mais vous nous les avez racontées. Alors je suis impatient de les voir arriver dans l'article parce que j'ai déjà eu un petit extrait de ce qui nous attend et de ce qui attend les lecteurs. Donc, je le rappelle, c'est des articles à lire à partir du lundi, tous les lundis sur Terra Cultura. Cette fois-ci, nous étions en Australie avec Svetlana Markov, la correspondante, donc de l'autre côté de la planète pour Terra Cultura. Merci Svetlana, à bientôt À bientôt, Frédéric. Merci. pour de nouvelles aventures en Nouvelle-Zélande. Oui, j'espère. Au revoir. Au revoir.